Bienvenue sous les lambris de la librairie, votre espace feutré pour le grand pas de côté. Installez-vous, nous vous retrouvons ici le 2e et le 4e dimanche du mois pour une échappée où même loin de votre couette et votre canapé, vous vous sentirez heureux comme un chat. Aujourd'hui, on change encore d'époque, d'espace et de période et on va dans l'ère victorienne anglaise pour parler d'un livre qui est de la neuroatypie à tous les étages, à savoir le portrait de Dorian Gray. Alors, pourquoi ce livre il est particulier au niveau de la neuroatypie? C'est parce que le terme de la neuroatypie et du masking et tout ça, c'est relativement récent. Sauf que l'idée de se cacher, soit dans Dorian Gray ou Oscar Wilde, tout ça, c'est l'histoire même de la vie d'Oscar Wilde. Je vous rappelle, ou je vous apprends, que Oscar Wilde donc, est né pendant l'ère victorienne, qui n'est pas la période la plus sympa pour les gens qui sont différents et qui sortent du cadre. Et en fait, c'est une machine à broyer et l'atypique. Et en fait, Oscar Wilde, il est atypique tout simplement parce qu'il est gay. Et à l'époque, faut pas être gay. Enfin, tu peux être gay, hein, mais par contre, tu finis aux galères. Donc vraiment, c'est les travaux forcés parce que c'est considéré comme un crime, en fait, tout simplement. Donc, pour une question de survie, Oscar se masque derrière un humour et une excentricité vestimentaire assez dingue. Il veut être reconnu pour ça plutôt que parce que c'est la personne un peu bizarre. Il veut surtout pas qu'on se doute qu'il est gay, donc autant qu'il soit mis en avant parce qu'il s'habille de manière excentrique plutôt que parce qu'il a des mœurs complètement hors de contrôle. Et en fait, le Oscar Wilde, en plus de développer son personnage fictif d'hétéro, il va développer toute une philosophie de vie où le beau est supérieur au vrai, tout simplement. Donc, il va vraiment se protéger. En fait, en faisant ça, il va se protéger contre la laideur du monde de l'époque. Savoir que il a grandi et vécu, à l'époque de Jack l'Éventreur. Donc cette époque, on est loin de... c'est pas très très beau cette époque, c'est glauque, c'est sale. Quand vous voyez les descriptions par rapport au meurtre des victimes de Jack l'Éventreur, on est sur des cloaques, on est vraiment sur du lait en fait. Donc, se créer ce personnage que rien ne touche à part la beauté, c'est une façon de survivre pour Oscar. À l'époque de la sortie du livre, en fait, ce livre a fait vraiment scandale parce qu'il a poussé le paroxysme de sa philosophie de le beau est supérieur au vrai. Et à l'époque, les journaux ont dit que ce livre-là avait été écrit pour les prostituées et pour les chiens. Désolé mesdames, désolé les toutous. Parce que le point de vue défendu par Oscar Wilde dans ce livre, c'est que le vice peut être beau. Et je vous rappelle, on a l'ère victorienne. Ça ne se fait pas malheureux. Sort de question. Donc, ça choque. Et ça choque d'autant plus que dans ce livre-là, en fait, on part directement dedans, il n'y a pas de mise en garde morale. On découvre le livre et on n'est pas au courant de ce qu'on va découvrir. Et là, en fait, le point de rupture, en fait, la question que pose Oscar Wilde à travers ce livre, c'est « Et si nos actes n'avaient aucune conséquence visible sur nous ?» Donc là, ça parle de quoi, Dorian Gray? On l'a tous étudié plus ou moins au collège-lycée, en tout cas des extraits. On va savoir que c'est un tableau magique d'une personne. Ok, c'est un tableau magique d'une personne. On va peindre et c'est la personne qui va vieillir, mais c'est pas. Moi, c'est le souvenir que j'en avais. Sauf que c'est un petit peu plus compliqué que ça. Savoir que la jeunesse du monstre, en fait, c'est
Encore une fois, on aime bien le chiffre 3 parce que ça permet d'équilibrer. C'est 3 personnes. Le premier, vous avez Basile, qui est le peintre. Et lui, il a le rôle de l'idéaliste. Il a un peu l'âme et la conscience de toute cette histoire qui va durer sur 30 ans. Il est amoureux de Dorian. Il n'en dit rien, mais on le sait. Après, c'est un peintre, donc c'est un artiste, donc c'est normal, ils sont gays. Enfin, évidemment, je caricature. L'autre personnage, c'est Henry Wotton, qui lui, alors là par contre, qui est un manipulateur de première. Et en préparant ce podcast, tout de suite j'ai pensé aux Ukrainiens qui ont inventé le verbe macroner. Macroner, ça veut dire faire comme Macron, ça veut dire parler beaucoup et ne rien faire derrière. Voilà, comprenne qui peut. En fait, c'est vraiment ce personnage-là qui, en fait, Henry, le Lord machin, va déprogrammer Dorian. Il va lui enlever ses idées de morale pour lui inculquer le narcissisme à un niveau de dingue. Et si autant Basile était l'âme et la conscience, lui, Wotton, ça va plutôt être le cerveau. De l'autre côté, on a Dorian, donc Dorian Gray, qui, lui, il sait pas trop. Au début, c'est la pureté incarnée, Dorian. Et en fait, comme il est entouré de mauvaises personnes, notamment de Henry Wotton, de Henry, ça va devenir une ordure. En fait, ça va devenir une ordure, pourquoi ? Parce que le fameux manipulateur Henry va planter une graine, fameuse graine qu'on plante tous dans les différentes parties. Lui, il va le faire exprès. Il va expliquer à Dorian que la beauté, c'est sympa, mais les fleurs, ça pourrit. Ah, merci. Et cette phrase-là, en fait, ça va être une mauvaise herbe qui va pousser dans le cerveau et dans le cœur de Dorian. Et ce qui fait que à ce moment-là, comme c'est la tradition dans les hautes sphères londoniennes, on se fait faire des portraits. C'est comme ça que Dorian a rencontré Basile. Basile peint le portrait de Dorian. Et Dorian est ravi de voir son portrait. Et l'autre naze, il arrive derrière et il lui dit « Ouais, non, mais en fait, c'est temporaire tout ça. » Ça lui crée un choc. Et Dorian réalise que son portrait à lui va rester jeune, mais lui va vieillir. Donc, voilà. On va pas se mentir, les gars, c'est un agisme pourri. C'est pas parce que vous êtes jeune que vous êtes beau. J'en prends pour exemple Georges Clooney. Pardon, messieurs, mais Georges Clooney, quand il est jeune, on n'y va pas. Georges Clooney maintenant, le gars est quand même beaucoup plus beau. Il y a des gens comme ça, donc autorisez-vous à vieillir. Et puis sinon, prenez soin de vous. Voilà, n'allez pas faire des tableaux et passer des contrats avec Satan. Ça n'en vaut pas la peine. Et ce qui fait que ce que Dorian fait en voyant son tableau, il fait un vœu innocent, à savoir... Enfin, un vœu innocent. Pour lui, c'est une parole en l'air comme on peut en avoir tous à longueur de temps. Il se dit, si seulement, en gros, je pouvais échanger mon humanité contre une image éternelle. En gros, il met un peu comme Faust, il met en avant sa beauté à lui. En gros, voilà, je te donne mon âme si de l'extérieur je reste éternellement beau. Déjà, c'est pas une idée. Déjà, faut y penser à ça, parce que moi personnellement, voilà, après je suis pas vaniteuse ni quoi que ce soit, donc c'est un truc qui me passe un peu au-dessus. Mais bref, il passe ce contrat et voilà, magie. Le contrat est passé entre le tableau et Dorian, et un peu Satan quand même, parce que c'est pas du joli qui est derrière ça. Donc là. Durant toute cette partie du livre, en fait, on va pouvoir voir
Oscar Wilde qui va dérouler le fait que la beauté est supérieure à la vérité et au vrai. Là, Dorian, au fur et à mesure du temps, il va rencontrer Sibylle. Sibylle est une actrice merveilleuse, talentueuse et qui joue Shakespeare. Le problème, c'est que, je vous rappelle, Dorian Gray, à la base, il est pur. Il passe un peu trop de temps avec Henry. Et il devient de plus en plus une pourriture. C'est pas grave, c'est son tableau qui va prendre tout. Ce qui fait que, quand il va passer du temps avec Sibylle, qui va tomber amoureux d'elle, et aussi de son image, elle, en fait, comme toutes les femmes, elle est soumise à des injonctions masculines patriarcales. Ce qui fait que elle est obligée de se complaire à des rôles, dans tous les sens du terme, vu que c'est une actrice, elle est obligée de se complaire à des dictates qui ne l'intéressent pas. Et là, elle se dit que, en gros, ça y est, je suis en couple avec Dorian, donc je vais pouvoir lâcher le... je vais pouvoir être plus détendue par rapport à mon image, par rapport à tout ça, et je vais un peu pouvoir me foutre la paix. Sauf que, quand cet amour devient partagé entre les deux, en fait, elle commence à jouer mal. Parce qu'en fait, justement, elle se rend compte que tout le monde avant n'est qu'une illusion, et que comme elle peut être vraiment, elle, vraiment vraie, elle a plus besoin, entre guillemets, de faire semblant de jouer réellement. Et là, en fait, ça plaît pas du tout à Dorian, qui va la rejeter violemment, en lui disant que vous avez tué mon art, parce que... Parce qu'en fait, Dorian ça devient lui-même une peinture, c'est-à-dire quelque chose de vide qui n'a aucune identité, qui n'a rien. Et en fait, Sibylle, il ne l'aimait qu'à travers ce qu'elle lui faisait ressentir de lui. Donc en fait, ça aurait pu être Sibylle, ça aurait pu être Patricia ou Jacqueline. Pour lui, c'était la même. C'était ce que elle joue merveilleusement, mais en fait, elle, en tant que personne, il s'en moquait royalement. Évidemment, on est dans un drame de l'époque victorienne, ce qui fait que Sibylle, il la rejette violemment et le soir, il rentre chez lui. Il rentre chez lui et comme tous les soirs, il va voir son portrait. Bah oui, parce que c'est le narcissisme, je vous rappelle. Il va voir son portrait et là, il découvre sur le portrait, il découvre une ride, ce que Oscar Wilde définit comme une ride de cruauté. Et lui, il se regarde dans le miroir, il fait « Ah, génial, cette ride, elle est sur le tableau, mais elle n'est pas sur moi. » Et là, ça va commencer, il va commencer à se mettre dans son horreur de... En gros, il n'a plus de frein. Comme l'avait dit Oscar Wilde, et si nos actes n'avaient aucune conséquence visible sur nous, donc là, voilà, on peut y aller plein badin, il n'y a aucun problème, ça ne se voit pas. Ce qui fait que, en fait, la vie va continuer et Sibylle va finir par se suicider, parce qu'elle a été rejetée, parce que c'est trop violent pour elle. Elle se suicide, et comme si Dorian n'était pas encore assez une ordure, il y a Henry qui va en rajouter une couche, et qui va lui convaincre que, en fait, non, le suicide de Sibylle, c'est pas un drame. Au contraire, c'est une merveilleuse tragédie grecque. Ce qui fait qu'il va pas pleurer la mort de Sibylle, une femme qu'il est censé avoir aimée, mais par contre, il va admirer la mort comme une œuvre. C'est-à-dire que là, le gars, en fait, il est complètement dissocié, il n'a plus aucune empathie. C'est vraiment plus, comme il l'avait dit avec son contrat avec Satan ou avec le tableau, voilà. Je te laisse mon humanité en échange de la beauté éternelle. Mais là, on est vraiment là-dedans. Le gars, à partir de maintenant, les chevaux sont lâchés, il s'en bat les reins de tout. C'est vraiment le monstre, et vraiment, le monstre est né. Le temps passe, et forcément, les gens vont se rendre compte que il est beau. Parce qu'en plus de ça, Dorian est beau. Et surtout, il y a tout le mythe de la beauté, encore une fois, la philosophie de vie est l'axe développé par Oscar Wilde dans son bouquin, que la beauté est supérieure au vrai.
Et en fait, il devient la coqueluche de tout Londres, comme du tout Paris, mais de tout Londres, grâce à sa beauté, parce que selon leur façon de penser, un homme aussi beau ne peut pas être mauvais. Ça se discute. Et... Pardon, je suis partie dans mes pensées parce que je pensais à une citation de Victor Hugo qui explique que, en gros, les gens qui sont tellement beaux, c'est parce que les gens physiquement beaux, ils sont beaux parce qu'ils reflètent leur beauté. C'est leur beauté intérieure qui se reflète sur l'extérieur. C'est un truc du style qui est vrai pour certaines personnes, mais qui ne l'est pas pour d'autres. Donc en tout cas, c'est pour ça que j'avais un petit peu un bug moi vis-à-vis de moi-même. Et en fait, Dorian, comme il sait que ses actions n'ont pas de conséquences sur son physique et qu'il peut miser sur ça, et qu'en plus de ça, les gens l'adorent pour sa beauté, il a une vie de patachon, mais alors à un niveau assez phénoménal. Il s'en fout, il n'y a pas de conséquences. C'est ça en fait, il n'y a pas de conséquences sur ses actes, sur son physique. C'est-à-dire que, en fait, il peut faire ce qu'il veut la nuit, à savoir coucher avec absolument tout le monde. Il peut passer son temps, dans l'opium, toutes les nuits. Il peut trahir absolument tout le monde. Ça ne se voit pas sur son visage. Je parle surtout de l'opium, parce que l'opium, ça marque quand même. Les trahisons, physiquement, ça marque pas. Mais il peut faire tout ça. Et surtout, il y a tout un jeu de manipulation qui se met en place. Parce que lui, plus on lui dit que t'es beau, t'es magnifique, plus on l'encense là-dedans, et plus on lui dit que non, t'es tellement beau que tu ne peux pas être mauvais, plus lui, il va être mauvais parce qu'il sait que ça n'aura pas de conséquences. Donc c'est vraiment tirer le diable par la queue, mais il s'en moque. Et ce qui fait qu'en bas, en fait, dans sa maison, j'aime bien l'image de la maison comme une structure, en fait. C'est la maison sa structure à soi, si on n'a pas de fondation, on peut pas avoir... voilà. Et la maison en tant qu'objet. Là, vraiment, Oscar a fait en sorte que tout soit combiné, c'est-à-dire que il reçoit des gens chez lui, il fait la fête dans tous les sens. Oui, c'est Londres, et puis c'est Dorian, donc forcément, il fait la fête à tout va. Donc en bas, c'est la haute société. Par contre, dès qu'il est en haut, il est tout seul dans son grenier, dans son ancienne chambre d'enfant, et son tableau, il est caché sous un drap de soie doré. Donc, même là-dedans, on est encore dans le narcissisme. En allant voir en fait son tableau régulièrement, en fait, il devient le spectateur de sa propre corruption. Parce que lui, il ne peut pas l'avoir dans son corps. Il est obligé d'aller voir sur son tableau. Et en fait, il a une dissociation totale entre son tableau, ses actes et lui. Son identité, elle est complètement en train de se fondre. Et pour ceux qui ont eu des changements de vie assez intenses, ils savent très bien de quoi je parle. Moi, quand je retrouve des photos de moi à l'époque où je faisais 130 kilos, j'ai du mal maintenant à me souvenir ah oui, c'était moi. C'est vraiment compliqué au niveau du cerveau de se remettre en plus. Donc là, vous imaginez lui, son identité n'existe plus. Donc tout ça, en fait, ça va durer quand même pendant quasiment 20 ans, donc 18 ans exactement. Et donc 18 ans de débauche. Ça se voit. Ça se voit vraiment. Ce qu'on appelle à l'heure actuelle des vieux beaux. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça se voit, ça se marque. Si tu passes 18 ans à prendre de la coke, à te taper n'importe qui, dans n'importe quelle condition, à vivre une vie de patachon, les 18 ans, si tu meurs à 50, t'as de la chance. Ça se voit. Mais lui, en fait, il ne vieillit pas. Il est toujours dans le parfum, dans l'image, dans la tapisserie, les bijoux. Il est une figure du pouvoir. Sauf que, je vous rappelle, il y avait toujours notre petit Basile qui est là, toujours amoureux de Dorian Gray. Et lui, il l'a peint. Il sait qui il a peint. Donc il voit aussi que c'est bizarre, en 18 ans, t'as pas vieilli. Mais il entend des choses sur Dorian qui lui plaisent pas parce qu'il est dans le déni, au contraire, parce qu'il va lui demander, il va vérifier, mais parce qu'en fait, c'est pas le Dorian que lui a connu. Et donc il va vérifier auprès de Dorian en lui disant, mais c'est vraiment vrai ? Est-ce que c'est vrai, la méchanceté dont on parle à ton propos, elle est vraie ? Parce que pour lui, en fait,
c'est juste pas possible en fait. Donc Dorian, qu'est-ce qu'il fait à cet instant? Il emmène Basile dans le grenier et il lui montre le tableau. Évidemment, Basile hurle. Le truc qu'il voit, déjà parce qu'il sait que c'est son tableau qu'il a peint, donc il s'est dit qu'il y a un problème avec le tableau qu'il a peint, parce que c'était pas ce qu'il avait fait. Mais il hurle de peur, de terreur, tout ce que vous voulez. Et en fait, la réaction brutale, totale de lapsus révélateur, de Dorian, ça va être de prendre un couteau qui est dans le coin, dans le grenier, et de tuer Basile. Comme si de tuer le seul témoin, ça allait effacer sa faute. Ça allait... en fait, il pouvait pas le laisser en vie de toute façon, parce que comme il avait montré son dark secret, il allait lui montrer son secret le plus noir, forcément, il pouvait pas garder un témoin. Donc il était obligé de mourir, sauf que Basile le savait pas en montant... déjà, et la réaction surtout, parce que pour la première fois en 18 ans, quelqu'un extérieur à Dorian voit Dorian pour ce qu'il est vraiment, et la réaction elle est tellement instinctive, tellement violente, tellement de rejet, que pour Dorian c'est beaucoup trop compliqué. Ça fait 20 ans qu'on lui dit à quel point il est beau, à quel point il est merveilleux, et là la première fois depuis 18 ans où quelqu'un le voit pour ce qu'il est réellement, il hurle. Bon bah réflexe, on tue. Mais évidemment Dorian ne se laisse pas avoir comme ça, dans le sens où comme il fait chanter énormément de monde, il appelle à une de ses victimes pour dissoudre le corps de Basile dans de l'acide, comme ça, ni vu ni connu Chambreau, il n'a plus de cadavre. Sauf que il y a quelque chose qui se passe au niveau du tableau. C'est-à-dire que pour lui, dans sa tête, en fait, comme le corps a disparu, il n'y a plus de traces, le tableau, il va continuer à encaisser les coups, et lui, il va pouvoir reprendre sa vie. Lui, il est d'un calme olympien, ça fait 18 ans que ça marche comme ça. Pourquoi ça changerait ? Sauf que là, la différence, c'est que le lendemain, le tableau de Dorian commence à saigner, commence à avoir la main qui saigne, et ça, c'est nouveau. Le temps passe, et en fait, arrive à un moment où même Dorian ne se supporte plus. Le choc, en fait, de la réaction de Basile lui a quand même traversé l'esprit, lui a quand même marqué, ce qui fait que à un moment il remonte dans son grenier pour voir le tableau, et là il le supporte plus, mais vraiment il ne le supporte plus, parce que en fait là pour le coup c'est Basile qui a planté une graine malgré lui dans la tête de Dorian. Il s'est rendu compte que c'est moi qui suis aussi horrible que ça. Donc, comme il est quand même un peu crétin, Dorian, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va détruire le tableau en pensant qu'en détruisant le tableau, dans un cri de rage, voilà, avec le même couteau qui a été utilisé pour tuer Basile, il se dit qu'en gros, je tue le tableau, j'ai plus de problème. Sauf que, en fait, ça marche pas comme ça. La vérité est beaucoup trop violente pour lui, il ne la supporte plus. Le tableau s'autodétruit, lui il hurle, forcément, parce qu'il s'est fait du mal à travers lui, voilà. Et les serviteurs apparaissent parce qu'ils ont entendu le hurlement. La seule chose qui permet aux serviteurs d'identifier leur maître, c'est les bijoux. Parce que, forcément, le tableau est détruit. Alors le tableau, par contre, il est lacéré. Le tableau, il est redevenu normal. Le contrat est rompu. Donc la toile redevient normale. Dorian redevient normal, redevient ce qu'il aurait été. Donc cet immonde vieillard laid. Vous savez, quand on dit qu'il y a des gens qui sont marqués par leur vie dans le mauvais sens et dans le bon sens du terme, il y a des gens on voit qui ont été heureux, qui ont des super idées, et des gens, on les voit, ils sont mauvais, ils sont laids, c'est dans leur corps. La métempsychose, enfin voilà. Là, dans l'histoire en fait de ce que vous mettre en avant Oscar, c'est que et ce que a appris Dorian aussi, c'est que le masque finit toujours par détruire le porteur. On est bien d'accord, mes petits neuroatypiques,
qu'à un moment, le masque qu'on porte à longueur de temps pour se mettre dans une société qui ne nous convient pas, il finit par nous buter, on finit en burn-out, on finit par overdose, on finit dans tous les trucs parce qu'on ne supporte plus ce masque. Le jour où on se libère de ce masque, oh, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait du bien. La société n'a pas changé, hein, mais nous, on a changé. Et en fait, ça change tout. Et c'est ce que fait Oscar Wilde, en fait, dans son livre. C'est qu'il nous rappelle que la dissociation a un prix. Et en fait, on peut faire la dissociation a un prix et on peut faire des compromis avec notre âme, mais en fait, en faisant ça, c'est nous qu'on détruit. Donc en fait, arrêtons de nous détruire. Et ce livre-là, il est super important pour ça. Déjà, nous, en tant que neuro, en disant, regardez si vous allez jusqu'au bout, jusqu'où ça peut aller, au niveau de l'association, mais surtout quand on connaît Oscar Wilde. Oscar Wilde, il a dû porter un masque pour survivre, et il savait qu'il était en train de se buter. Et quand on connaît la vie d'Oscar Wilde, elle n'a pas été super sympa, mais il savait le prix que lui avait en payé, parce que lui, pour le coup, sa vie était en jeu s'il ne portait pas ce masque-là. Mais c'est pour ça, en fait, que ce livre est primordial. Il y a eu un avant et un après dans la littérature, parce que ce livre-là, écrit par quelqu'un d'autre, c'était pas possible, en fait, parce qu'il faut avoir vécu la dissociation, il faut avoir vécu le faux self à un niveau de tel, il faut avoir compris que sa vie était en danger pour savoir écrire ce genre de texte et pour avoir cette sensibilité du sujet. Si je vous ai donné envie de lire ce livre, et je sais que je vous ai donné envie de lire ce livre, je vous présente notre exemplaire. Alors, il est relativement récent, il est tout bleu, on est dans les années... ma mère était née, voilà, mon père aussi, donc 48. C'est très récent pour nous, pour un livre aussi vieux, donc je vous rappelle qu'il a été écrit au 19e. Pour la simple et bonne raison que Dorian Gray, c'est un livre qui est très rare à trouver sur le marché, tout simplement parce que à l'époque, ça a été publié à très peu d'exemplaires. C'est Oscar Wilde, c'est un auteur sulfureux. Donc ce qui fait que dès qu'on en a sur le marché, ça dure... il y en a un tous les 15 ans. Je vais caricaturer, mais c'est un peu ça. Donc là, en fait, ce qu'on a, c'est un peu une licorne. Donc année 1948, c'est notre édition qui est d'une simplicité, et là, qui est d'autant plus, entre guillemets... exceptionnel, si on peut dire, c'est qu'en plus c'est le texte original en anglais. C'est pas donné à tout le monde, c'est-à-dire qu'on peut avoir des livres, là par exemple, d'autres livres que je vous ai présentés, c'était traduit en français. Là, on est sur le texte vraiment en anglais, le texte d'époque. Donc vous commencez à le savoir, mes petits neuroas, ce livre-là, c'est le premier arrivé, le premier servi. C'est vous qui décidez si vous voulez l'avoir, il ne cherche qu'à être adopté. N'oubliez jamais la leçon des livres. Lire est un acte de survie et votre esprit est un territoire que vous seul protégez. Prenez soin de vous. Rendez-vous le 2e et le 4e dimanche du mois pour notre prochain refuge dans votre librairie de Lille.